Bonjour, mon nom est Jean Lambert. Je veux parler aujourd'hui de la vérité sur les changements climatiques. Jusqu'à ce jour, je me suis considéré comme un climato-sceptique. Bien qu'ingénieur, je ne suis pas un scientifique. J'ai des notions, j'écoute, je lis. Mon opinion a souvent varié en fonction des événements climatiques qui se produisaient et des messages alarmistes que l'on nous distille sournoisement à la télévision. Aux actualités régionales, la semaine dernière, j'ai vu un vieux paysan du Gard qui disait devant ses vignes ravagées par la grêle qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. Mais que représente la durée d'une vie humaine à l'échelle du temps? Il a fallu des millions d'années pour façonner notre planète telle que nous la connaissons. Et ce n'est pas fini, les continents continuent à dériver, ils s'écartent, s'affrontent, il existe plus de 1000 volcans en activité situés sur les dorsales sous-marines du monde. La modification de la Terre et de son climat est permanente et éternelle. Les analyses faites par les scientifiques ne portent que sur des périodes trop courtes et trop récentes pour leurs prédictions négatives soient justifiées. Je ne vais pas critiquer le très volumineux rapport du GIEC, mais il existe d'autres rapports américains et européens qui mériteraient d'être parcourus et mis en avant. Ils contredisent les conclusions du GIEC. Et surtout, ils ne vont pas dans le sens de la politique européenne que l'on nous impose. Si on réfléchit, il y a eu pendant des milliers d'années qui ont précédé la présence de l'homme sur Terre des variations climatiques importantes dont les origines nous sont totalement inconnues. Le fonctionnement de notre planète reste un grand mystère que nous ne sommes pas prêts de percer. Le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité, disent les alarmistes. Mais quel réchauffement? Comment peut-on parler de réchauffement quand on compare les températures moyennes de la Terre sur une seule période d'un siècle? L'examen des carottes glaciaires prélevées dans les glaces du pôle Sud prouve que par le passé, il y a eu des événements climatiques beaucoup plus terribles. Il y a 18 000 ans, la Méditerranée était 120 mètres au-dessus de son niveau actuel, suite à la fonte des glaciations importantes précédentes qui avaient envahi l'Europe et l'Asie. Les glaciers descendaient alors jusqu'à la ville de Lyon, qui bien sûr n'existait pas. Le gaz à effet de serre serait la cause du réchauffement climatique, disent les oiseaux de mauvaise augure. J'ai pris mes renseignements. C'est quoi ces fameux gaz à effet de serre qui empêcheraient la Terre de se refroidir? Quand on détaille la liste des gaz à effet de serre, on s'aperçoit qu'il existe 3 composants importants dans l'atmosphère, qui pourraient être à l'origine d'une modification des températures. Pour simplifier les choses, quand nous respirons, nous aspirons un mélange composé essentiellement de 79% d'azote, que nous expirons en totalité car l'azote n'est pas nécessaire à notre corps, 21% d'oxygène dont nous gardons une grande partie dans notre sang, et 0,04% de gaz carbonique que nous rejetons. Les premiers gaz à effet de serre, le plus important, le plus répandu dans la nature, c'est la vapeur d'eau. Sans lui, la vie n'est pas possible. Cette vapeur d'eau a 1000 origines. La première étant l'évaporation de la mer qui couvre, je le rappelle, 70% de notre planète sur 3600 mètres moyens de profondeur et qui représente 96% de notre biosphère. La température moyenne des mers et des océans est en surface de 15 degrés. Elle varie en fonction de la situation géographique, des saisons et de la profondeur à laquelle on mesure la température. Mais il faut relativiser l'importance de la vapeur d'eau dans les causes du réchauffement climatique. Car pour compléter cette analyse, on peut dire la chose suivante. Quand il y a plus de vapeur d'eau dans l'air, il n'y a plus de nuages dans le ciel. Et les nuages qui couvrent le ciel limitent et empêchent l'ensoleillement des sols et de la mer. Donc leur présence serait censée retarder le réchauffement de la planète et l'augmentation de la température du sol. Merci les nuages. Par contre, le refroidissement des terres et des océans se fait plus lentement, car cette couverture nuageuse provoque un effet de serre. Mais on constate à terme que le refroidissement se produit quand même plus lentement, il est vrai, mais qu'au bout du compte, l'ensemble revient à l'équilibre. Il se produit un phénomène inexplicable qui s'appelle la rétroaction positive, dont les effets vont apporter un retour à l'équilibre. C'est une forme d'autorégulation qui a toujours existé depuis que le monde a été créé. Une compensation naturelle qui rééquilibre notre milieu comme pour préserver la vie animale et végétale de notre planète. À croire que tout avait déjà été bien pensé avant notre apparition sur Terre. Le second gaz à effet de serre est le dioxyde de carbone, le CO2. Voilà le coupable, dit le rapport du GIEC. Pourtant, il ne représente que 4 pour 1000 de l'air que nous respirons.
Et son augmentation pendant le dernier siècle n'est que de 0,3%. Taxer le CO2 est la plus grande tentative d'escroquerie du siècle qui est en train de réussir, il faut le reconnaître. Le vilain et honni gaz carbonique. Ce gaz est lié à la présence humaine sur la Terre, dit-on. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas les seuls responsables. Tous les êtres qui respirent sur la Terre rejettent du gaz carbonique en plus ou moins grande quantité. Les volcans rejettent des gaz carboniques. La végétation, les arbres et les arbustes absorbent pour leur croissance le carbone qui est piégé dans les sols et en suspension dans l'air. La mer garde en son sein dissous 60% du CO2 de la planète. Depuis le début de l'ère industrielle, l'augmentation du CO2 présent dans l'atmosphère a été évaluée à 0,3%, autant dire rien, car il n'y a dans l'atmosphère que 4 pour 1000 de CO2. 4 pour 10 000, excusez-moi. 4 pour 10 000, autant dire rien. Mais si j'augmente 4 pour 10 000 de 3%, j'obtiens toujours 4 pour 10 000. Il ne se passe rien de mesurable, d'autant que cette masse supplémentaire de CO2, en plus infime, a permis ces dernières années, on l'a constaté, d'accroître les surfaces forestières et l'augmentation de la biomasse, ce qui aura dans peu de temps pour conséquence de faire baisser les quantités de CO2 contenues dans l'air que nous respirons. Là aussi, on constate un phénomène de rétroaction positive, un rééquilibrage naturel des systèmes. Le troisième gaz à effet de serre est le méthane. C'est un gaz naturel utilisé par l'homme. Il est composé d'un mélange de carbone et d'hydrogène et sa durée de vie est de 12 ans. Mais il ne représente qu'une infime partie. 0,0000001%. On parle de rien. Malheureusement, tous les êtres vivants sur Terre rejettent du méthane qui provient de la fermentation des aliments que nous consommons. Rumination et flatulence des êtres vivants en sont la cause. L'agriculture produit par son activité autant de méthane que les marécages et la nature en rejettent dans le milieu naturel. Le pourrissement des végétaux morts dans les forêts et les marécages ajoute un rejet important de ce gaz. Sur ce point, il sera impossible de limiter la production de méthane naturel et anthropique dont la majeure partie échappe à notre contrôle. Voilà les vraies raisons qui font de moi quelqu'un qui pense que l'activité humaine n'a rien à voir avec le changement climatique. Les cycles de variation climatique ont été très nombreux par le passé, bien avant que l'homme soit présent sur Terre. Ces variations de température ont été constatées par des carottages profonds dans les glaces du pôle Sud, sans que l'on puisse établir qu'elles soient liées à la concentration de CO2 dans l'air ou dans les océans. Par contre, on sait parfaitement que les variations de température à l'échelle planétaire sont en étroite corrélation avec les taches solaires. Mais cela, on n'en parle pas, on préfère culpabiliser les hommes pour mieux les taxer. Force est de constater que malgré ces variations importantes de température et de l'hygrométrie de notre atmosphère, les systèmes sont toujours revenus à l'équilibre naturellement. Il reste tout de même une nécessité impérative de faire baisser la pollution atmosphérique générée par la civilisation. C'est une question de santé publique. Ne parlons plus de CO2 ou de méthane, mais plutôt de particules générées par l'usage des freins des véhicules et les gaz émis par ces véhicules automobiles, les avions, les usines. Ce n'est pas la planète qui est en danger, mais la race humaine. Il faudrait plutôt dire sauvons la race humaine de la pollution qu'elle génère par son activité et oublions les gaz à effet de serre, qui ne sont que la conséquence de phénomènes naturels. Pour cela, il n'est pas trop tard. Il convient de relativiser les choses. Quand les températures changent, le climat se modifie, c'est normal. Il a maintes fois changé dans le passé alors que l'activité humaine n'y était pour rien. Nous n'avons pas suffisamment de recul et de statistiques pour analyser le passé lointain, mais plus proche, nous savons que pendant 400 ans, entre les années 900 et 1300, il y a eu un réchauffement important dans l'hémisphère nord, appelé par les scientifiques l'optimum médiéval. L'activité humaine n'y était pour rien. Le Groenland était sans glace, recouvert par une forêt giboyeuse à tel point qu'ils s'y installèrent des colonies de Danois. Puis, entre 1300 et 1850, le climat s'est lentement inversé. Les spécialistes appellent cela le petit âge glaciaire. Les glaces ont investi massivement le pôle Nord et les terres situées près du cercle arctique. La Tamise était gelée. La France a connu des hivers meurtriers. Nos hauts sommets se sont garnis de glaciers à tel point qu'en 1852, près de Chamonix, les moraines de la mer de glace qui descendaient dans la vallée détruisent deux villages, le village de Bonanay et de Châtelard,
Puis le glacier stoppe sa progression au pied du village des Bois. La Suisse a connu les mêmes problèmes. Elles inventent des seins pour ralentir l'avancée des glaciers qui menaçaient de destruction les villages implantés dans des vallées depuis des centaines d'années. L'homme n'est pas responsable du changement climatique. Les restrictions que proposent nos dirigeants et les écologistes n'auront aucune conséquence sur les modifications du climat. La taxation des émissions de CO2 est une vaste escroquerie, un moyen déguisé de créer de nouvelles taxes. Par contre, il convient de réduire la pollution engendrée par les moyens de transport pour préserver la santé et le confort des gens qui vivent et travaillent au sein des villes. Plus que les modifications climatiques dont l'homme s'est toujours accommodé, ce qui est à craindre, c'est la surpopulation et ses conséquences alimentaires sur la planète. Pour sauver la race humaine, il faudra envisager la décroissance technologique de notre système, ce qui paraît impossible. Ne jamais oublier que depuis que la vie existe sur Terre, 5 extinctions de masse se sont produites. 5 bouleversements qui ont eu pour conséquence d'effacer la presque totalité des espèces vivantes qui étaient devenues trop envahissantes et qui y vivaient pourtant depuis des millions d'années. Alors posons-nous une question. La Terre ne s'est-elle pas débarrassée volontairement des espèces invasives et prédatrices, une espèce de rétroaction positive comme un reste, une remise à zéro? Quand un système ne fonctionne pas, on efface tout et on recommence. Rappelez-vous la théorie Gaïa de Lovecraft. Les effets de rétroaction positive ont bien été mis en évidence, ainsi que la causalité circulaire. Si cette théorie est vraie, alors nos jours sont comptés. Mais cela est un autre problème. Mes livres sont en vente sur tous les sites en ligne. Mon nom est Jean Lambert, la porte des âmes pures ou le prieuré d'Entrevaux. Merci.